Nouvelle émission sur ce plateau de télé Beamworld. Émission présentée par Régis Bourdeau, directeur de la rédaction de BatiWeb. BatiWeb, éditeur d'une newsletter quotidienne sur le bâtiment. Le thème de cette émission, la maquette numérique sur les chantiers. Je vous laisse la place. Merci, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 intervenants avec Arnaud Costal-Vaillant qui est directeur conseil et études d'Abvent. Bonjour. Bonjour. Jean-François Page qui est directeur et responsable du déploiement BIM. Bonjour. Et Vincent Royer, Kiloutou, qui est directeur de la transformation numérique. C'est ça, bonjour. Bonjour messieurs. L'objet aujourd'hui est de discuter un petit peu de la maquette numérique une fois qu'on est sorti du cabinet d'architectes, du bureau d'études, des bureaux de conception de l'entreprise générale, et puis de voir sur le chantier ou en préparation de chantier qu'est-ce qu'on peut faire avec la maquette numérique. Je vais d'abord vous passer la parole, Arnaud, pour que vous nous disiez ce qu'Abvent, en tant qu'éditeur, comment Abvent essaye de remplir ses trous aujourd'hui. Ça marche. Du coup, peut-être déjà un tout petit rappel de qui est Abvent. Donc, nous sommes éditeurs de logiciels pour les architectes et les métiers de la construction globale en fait depuis plus d'une trentaine d'années. On est très connu en conception avec Archicad. On propose également une gamme de logiciels de visualisation, dont des logiciels de visualisation en temps réel, en VR, et également un logiciel en gestion de projet, ce qui m'amène aujourd'hui. C'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui qu'avec la maturité du BIM qui gagne, on a des belles maquettes en conception. Aujourd'hui, les échanges se font plutôt bien entre les architectes, les ingénieurs. Donc, on a des modèles qui sont riches de données. On voit qu'au niveau de la phase de la réalisation du chantier, il y a des logiciels qui se déploient également pour avoir des informations sur le chantier et mieux les organiser. Également, les maîtres d'ouvrage pour la phase d'exploitation, eux, ont leur propre logiciel de gestion de patrimoine. Ceci dit, quand on regarde en fait tout au long du cycle de vie du projet, on se rend compte que cette courbe en fait, elle n'est pas linéaire. On va avoir les informations qui montent sur la phase de conception, puis on va avoir une rupture en fait quand on va passer sur la consultation des entreprises. Idem sur le chantier jusqu'à l'exploitation. Donc c'est vrai que ce sur quoi on travaille aujourd'hui, en fait, c'est lisser en fait ces dents sur la courbe pour évidemment fluidifier l'information tout au long du projet, et ça se retrouve sur les différentes phases. On en parlait, les grandes phases, ça va être le DCE. Aujourd'hui, avec une de nos solutions, BIM Office, en fait, on se propose d'associer à toutes les pièces graphiques qui sont reliées à la maquette numérique, les pièces administratives. L'idée, c'est de pouvoir emmener les économistes de la construction en fait, dans le BIM, qui puissent s'appuyer sur, encore une fois, toute cette définition de la maquette numérique pour leur permettre en fait, d'exercer leur métier. De la même manière, ce travail finalement des économistes va servir derrière pour aller sur les marchés de travaux et donc sur la planification du chantier. Et là aussi, avoir un référentiel de données qui soit mixte entre du graphique et du descriptif et qui soit à disposition sur les périphériques mobiles. Bien sûr, tout ceci, l'idée, ça va être de pouvoir le mettre à disposition des maîtres d'ouvrage en exploitation, où là, encore une fois, on va reprendre en fait ces informations de conception, amendées de celles du chantier avec toute la vie du chantier, pour pouvoir en fait en faire un référentiel pour eux, leur propre exploitation du bâtiment. D'accord, est-ce que ce type d'usage commence à se développer un peu? Ou est-ce que vous nous décrivez ce qui va arriver demain? Non, on a des chouettes retours d'expérience. On a des chouettes retours d'expérience en fait sur le sujet. Par exemple, on travaille avec une société qui est spécialisée en agencement bancaire, qui aujourd'hui en fait remet son DOE en numérique en fait sur une tablette pour ses clients. Donc le client va pouvoir naviguer non seulement en fait dans sa maquette 3D, donc pouvoir vraiment être en immersion dans la maquette, accéder à tous les plans qui y sont associés. Et là, l'avantage, c'est qu'il a une cohérence de l'information parce que le modèle de données est unique, mais également avoir tous les descriptifs des matériaux qui ont été mis en œuvre, les préconisations de maintenance, tout ceci en fait sur un seul support et sur une tablette. Donc tout avec le pouce. En vous écoutant, je tiltais aussi sur une question m'était venue. Vous évoquez les économistes. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, on a un modèle qui va être un modèle dynamique s'il y a des changements importants qui sont demandés par le maître d'ouvrage à un moment donné? Est-ce que ça facilite ce que vous faites? Est-ce que ça facilite effectivement les évolutions, les mouvements à l'intérieur d'un projet?
Alors oui, parce qu'effectivement, on les outille en fait de la manière la plus sensible qui soit, et donc on essaye de faire jouer des règles d'automatisation en fait de l'analyse des maquettes. Il n'empêche que le BIM, comme le reste, c'est avant tout de l'humain, donc s'il y a beaucoup de changements, il y aura quand même plus de travail. D'accord. Mais on essaie là aussi en fait de lisser ces changements pour que tout ce qui peut être automatisé le soit, et que la valeur ajoutée en fait des opérateurs s'exprime vraiment dans leur sensibilité du métier. D'accord. Ma question était, le BIM, dans les usages que vous expliquez, n'est pas uniquement de la gestion électronique de documents, mais conserve aussi son aspect dynamique et en fait les gains de productivité qu'on peut en attendre. C'est exactement ça. On va vraiment s'attacher à pouvoir capitaliser sur les informations qui sont rentrées par les opérateurs. L'architecte en fait va apporter un certain niveau de définition en fait de ces objets, l'ingénieur un autre, et que tout ceci en fait soit directement réutilisable en fait par l'économiste, et que lui-même d'ailleurs vienne enrichir en fait ce modèle pour le rendre utilisable après aux entreprises sur le chantier. D'accord. Jean-François Page, je voulais vous poser la question justement. Dites-nous, vous êtes chez Bouygues, donc peut-être pas utile de présenter très longuement Bouygues Construction, mais dites-nous ce que vous faites, ce que vous avez fait chez Bouygues, et ce qui vous a amené au cœur du déploiement du BIM. En ce qui me concerne, moi j'ai passé une quinzaine d'années directement sur les chantiers, au service méthode. Donc j'étais responsable récemment du chantier de la Philharmonie de Paris, et puis un petit peu du Palais de Justice. Donc effectivement, on s'aperçoit que les hommes de chantier sont très intéressés par la transformation numérique, et plus particulièrement par la maquette. Ils sont très demandeurs. C'est ce qui nous a amené à amener la maquette numérique au cœur du chantier. Quand je dis au cœur, c'est sous la grue. Déjà, première question, c'est depuis combien de temps cette démarche-là est engagée chez Bouygues? Alors déjà, on avait des réunions avec les chefs dans les années 2008-2009 déjà, surtout sur les ouvrages compliqués au départ, mais ça s'est démocratisé, je dirais. Donc moi, les premiers souvenirs personnels, c'était 2008-2009. Et ça s'est démocratisé de plus en plus, et à Philharmonie, on faisait nos réunions de chantier avec la maquette. Et maintenant, on sort même de l'agence pour aller, je vous dis, sous la grue avec la maquette numérique. Et avec ce dont on évoquera tout à l'heure, avec la cabine BIM, voilà, on réunit toute l'équipe d'une dizaine ou une douzaine de personnes autour de la cabine BIM. Arrêtons-nous un petit moment sur cette cabine BIM. C'est quoi exactement? Alors, la cabine BIM, c'est une armoire métallique qui est étanche, qui résiste aux intempéries, à la vie de chantier, au vent, etc. Et qui est équipée d'un écran tactile, d'un onduleur, et qui permet donc de présenter l'ensemble des informations pour le chantier à toute l'équipe, je dis. Donc c'est beaucoup plus collaboratif qu'un simple iPad. Ça permet à l'ensemble de l'équipe de participer au quart d'heure sécurité, au briefing de début de journée, et puis d'accéder à toute l'information dont le chef a besoin. Et par exemple, le quart d'heure de sécurité, ça se fait comment avec la maquette numérique? Eh bien, on montre aux compagnons les modes opératoires de la journée avec des visuels principalement en 3D, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de montrer tout le planning de la journée avec des visuels à 3D. Bon, tout le monde n'est pas expert pour lire des plans, hein, même sur le chantier. Donc un visuel, c'est beaucoup plus parlant qu'un plan 2D. Donc tout le monde comprend. Et on a des fois aussi des gens qui ont quelques petits soucis avec le français. Donc c'est très clair, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc oui, finalement, cet aspect 3D sur le chantier, il n'est pas gadget, il n'est pas anecdotique. Ah non, et pas du tout gadget. Nous, notre objectif principal, parce qu'il faut revenir aussi pourquoi on fait ça, notre objectif principal, et on n'est pas les seuls probablement, mais en tant qu'entreprise générale, c'est la sécurité. C'est la sécurité et la santé de nos collaborateurs, et puis des collaborateurs de nos sous-traitants. Donc ça, c'est vraiment un outil qui nous permet d'aller dans le sens d'une plus grande pédagogie, et surtout de faire prendre conscience aussi des risques du chantier à tous les intervenants. C'est très important pour nous de communiquer, d'échanger et de former les gens tous les jours, tous les matins sur la tâche qu'ils vont avoir à accomplir.
Et donc, le BIM a vraiment amené quelque chose par rapport aux anciennes méthodes de travail. Ben, avant, on avait un petit document A3 où c'était partagé. Alors, vous imaginez, quand il pleut, partager des documents papier, etc. Enfin, c'était beaucoup plus difficile. Bon, je ne dis pas que c'est complètement généralisé aujourd'hui, mais le fait de montrer à l'équipe cette maquette numérique, déjà ça les motive, ils sont beaucoup plus intéressés, ils s'approprient beaucoup plus le projet et ils vont écouter beaucoup mieux que si c'était un document assez banal en papier. Et sur quelle taille, quel type de chantier ou quel est le taux de pénétration de cette cabine BIM, cette cabine sur les chantiers que fait Bouygues Construction? C'est extrêmement variable. On a des petits chantiers de l'habitat où il y a une seule grue avec une petite équipe d'une quinzaine de compagnons jusqu'à des chantiers beaucoup plus gros comme Longchamp par exemple où vous aviez plusieurs grues. Donc c'est très variable. Je dirais, on n'a pas 100% de nos chantiers avec ça, mais ça progresse de façon très rapide. Et je suppose que plus on monte en taille de chantier, plus le taux de pénétration est important. Les chantiers à plus d'1 million d'euros. Oui, de façon générale, oui. Mais vous savez, le BIM, c'est 80% d'humain et 20% de technologie. Et convaincre les gens, c'est les faire sortir de leurs habitudes, c'est pas toujours simple. Donc Ouais. c'est aussi notre travail de prévention, de la sécurité, de méthode, de changer les habitudes et de s'approprier tous ces nouveaux outils numériques qui sont souvent bien acceptés, mais il y a encore des petits freins. Oui, c'est un chiffre qu'on peut peut-être retenir, 80% d'humains, parce que c'est vrai que, et ça n'est pas l'éditeur qui nous démentira, les outils numériques sont fondamentaux, mais s'ils ne sont pas acceptés ou adoptés, ça ne marche pas. Il faut convaincre, mais je dirais que c'est un outil aussi qui nous permet de beaucoup plus dialoguer avec nos sous-traitants, parce qu'on n'est pas tout seul, on est entreprise générale et on a des sous-traitants, et c'est aussi nos sous-traitants qu'il faut convaincre d'aller vers cette démarche. Et c'est très important pour nous que tout le monde adhère à cet objectif de sécurité pour tout le monde. D'accord. Vincent Royer, vous êtes directeur de la transformation numérique chez Kiloutou. J'avais envie de vous demander de façon un peu provocatrice, mais qu'est-ce que fait un loueur à cette table et dans ce salon centré sur le BIM? Alors je vais répondre de façon très provocatrice aussi et de façon extrêmement triviale pour remonter le plus en amont possible dans la chaîne de valeur de nos clients. Expliquez-nous ça. En fait, tout à l'heure on parlait d'être sous la grue. Nos matériels sont sous la grue. Et ils servent au quotidien aux équipes de tous les gens qui construisent à accéder, à mettre en œuvre, etc. Et donc, quand nous, on a commencé à s'intéresser au BIM, qu'on a compris qu'un jour, il y aurait une cabine, donc que sous la grue, le seul média finalement disponible, ce serait une tablette ou ce serait une cabine, il nous a paru important d'être présent dès la méthode, c'est-à-dire dès le début, pour qu'au moment de l'exécution, au moment du chantier, nos matériels et les bons matériels, parce qu'on parle de sécurité, on parle de donc les bons matériels, c'est-à-dire les plus productifs, c'est-à-dire ceux qui vont réellement faire le job du premier coup, et ceux qui vont permettre aux équipes de le faire en toute sécurité, c'est-à-dire la bonne nacelle, le bon chariot, la bonne pelleteuse, pour qu'ils puissent être présents au moment du chantier. Et j'ai envie de dire, d'un clic, finalement, puissent être sélectionnés directement dans nos bases, quoi. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes quand même aussi en amont du chantier. Vous m'avez donné un exemple tout à l'heure sur une pelleteuse. Vous pouvez me redévelopper cet exemple d'un objet BIM avant le chantier? Comment une pelleteuse en location, vous allez l'intégrer dans la maquette numérique? Alors, nos objets, ils ont été numérisés. Aujourd'hui, sur une plateforme en accès libre. Donc, vous avez vous-même numérisé? Alors, non, on l'a fait en collaboration avec des gens qui sont là. Ils s'appellent BIM & Co. D'accord. C'est eux qui nous ont aidés à concevoir les objets
et qu'ils les hébergent d'ailleurs. Ça veut dire qu'ils sont en libre téléchargement, puisque je viens d'apprendre que les méthodes de Bouygues les utilisaient de temps en temps. Absolument, on télécharge les objets et en fait, ces objets-là ont été conçus de telle façon à pouvoir s'intégrer dans les maquettes. Donc ils sont paramétrables et non pas paramétriques. Ça veut dire qu'on a leur encombrement réel. Donc ça permet au moment des conceptions de vérifier les rotations possibles, de vérifier les encombrements, etc. Et en plus, ils embarquent, on peut voir leur rayon d'action, leurs abacs. Donc ça veut dire qu'on peut choisir le bon matériel en fonction de ce qu'on a à faire. Et donc, à partir de là, au moment où... alors moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais au moment où un ingénieur méthode ou quelqu'un qui est en train de se poser la question de savoir comment accéder à ce balcon au 3e étage ou comment est-ce que je vais y envoyer mes équipes pour poser une rambarde, à ce moment-là, il choisit la nacelle adaptée en fonction de tous ces critères-là. D'accord. Donc la préparation du chantier est facilitée. La préparation du chantier est facilitée aussi dans les moyens d'accès ou dans les moyens de mise en œuvre avec les objets qu'on... Parce que c'est vrai que il y a pas beaucoup de... il y a beaucoup de matériaux, hein, j'imagine. Tous les matériels que j'ai pu voir sont en général des objets meublants. Hein, c'est-à-dire il y a beaucoup de fabricants de réfrigérateurs pour pouvoir agrémenter la maquette. Mais il y a finalement, j'ai l'impression qu'on est pratiquement les seuls à proposer un matériel de mise en œuvre donc, qui n'a pas vocation à rester. Alors c'est peut-être la limite qu'on n'a pas encore éprouvée, c'est qu'au moment de livrer la maquette à l'exploitant, a priori, les outils de mise en œuvre doivent disparaître. Mais il peut y en avoir d'autres, c'est les outils de maintenance, c'est ceux qui vont permettre d'aller nettoyer la verrière, qui pourraient réapparaître. Mais ça, pour l'instant, je pense que je suis un petit peu trop en amont là pour le coup, mais en tout cas, oui, c'est pour objectif de faciliter la mise en œuvre au moment de l'exécution. Vous évoquiez aussi d'autres projets tout à l'heure, avec les objets connectés, avec... Il y a plusieurs autres projets qui sont forcément ceux dont liés, vous pouvez parler. Oui, non, mais je peux parler de tous. Je peux parler de tous. Il y a déjà un premier bénéfice collatéral qu'on ne s'attendait pas du tout à découvrir en travaillant sur des objets numériques. C'est que du coup, puisqu'on a ces objets-là, il nous est assez facile de les intégrer dans une maquette numérique, mais aussi dans une réalité. Et donc, on a travaillé aussi sur une application de réalité augmentée. Ça veut dire qu'on peut utiliser nos objets sur un chantier réel pour vérifier si, oui ou non, en conditions de travail, le matériel va avoir la possibilité de se déplacer, etc. Alors, je dois avouer que pour l'instant, techniquement, on n'est pas encore tout à fait au point. Mais en tout cas, c'est un bénéfice collatéral qui est assez proche et assez facile. Ensuite, on réfléchit aussi, et on parlait là vous parliez tout à l'heure des différents ou des chaînons manquants hein, dans l'exécution. Il y a un chaînon manquant et qui paraît d'une évidence absolue, c'est que des fois, il n'y a pas le Wi-Fi au 3e sous-sol du chantier, quoi. Et ça peut paraître ridicule, mais nous, on fait du module et on est en train très sérieusement de réfléchir à comment proposer des modules BIM compatibles ou BIM ready, quoi. C'est-à-dire qui proposent les connectivités, qui proposent les écrans, qui proposent tout ce qui va permettre de pouvoir finalement mettre en œuvre le BIM concrètement sur le chantier. On est à fond avec vous hein, pour le Wi-Fi, hein, sur les chantiers. Hein. Allons-y alors. Oui, parce que c'est souvent, c'est de temps en temps un point faible. Disons qu'on on a des modules qu'on sait faire fonctionner en déconnecté, mais ça serait quand même plus pratique, c'est sûr. C'est vrai que ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est un des freins possibles au développement ou au déploiement du BIM sur les chantiers. Est-ce que vous, de votre côté, Jean-François Page, vous voyez d'autres freins qui pourraient être levés assez facilement, soit par les éditeurs, les loueurs, les fournisseurs, j'en sais rien, à l'utilisation de la maquette numérique du BIM sur le chantier? Ce qu'on a besoin sur le chantier, c'est des outils de visualisation très simples. Le chef ou les compagnons
ils ont des gants, c'est obligatoire. Donc il ne faut pas aller dans des menus très compliqués. Il faut vraiment des outils qui soient très faciles d'accès pour soit se balader dans la maquette, soit pour aller chercher des informations sur le matériel qui vient d'arriver, sur la notice d'utilisation du matériel qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc on doit pouvoir accéder facilement. Donc il nous faut vraiment des outils adaptés. Et ce qui marche sur un écran d'ordinateur ne va pas forcément fonctionner sur la tablette. Donc nous, ce qu'on a besoin sur le chantier, c'est des outils spécifiques pour les tablettes, hein, avec des gants, des gros icônes, etc. Donc c'est une autre logique. C'est parce que ça fonctionne sur un écran d'ordinateur que ça va fonctionner là-dessus. Donc il faut vraiment travailler sur l'ergonomie de l'outil, du logiciel, pour accéder à toutes ces datas. J'allais vous poser la question, est-ce que c'est des sujets auxquels vous réfléchissez? Oui, complètement, parce que c'est vrai qu'on voit le BIM. Pardon. J'aimerais vous trouver un verre d'eau. On voit. On voit vraiment le BIM comme. Oui, allez-y. Vincent Royer, d'autres projets encore que vous aimeriez évoquer? On parlait de sécurité moi il y a un projet que je trouve passionnant. Alors j'ai regardé, ils ne sont pas présents ici, hein, mais c'est des gens, c'est une boîte qui s'appelle 442 qui mixe le BIM avec l'IoT, parce que je pense que forcément les deux sont très liés, hein, et tous les aspects de sécurité et de productivité, en traçant les déplacements de l'ensemble des équipiers sur un chantier, des compagnons sur un chantier. Équipier, c'est un terme qui le touche, je suis désolé, mais bâtiment, c'est plutôt compagnon. Donc, en traçant et éventuellement en signalant quand un compagnon passe dans les cônes de sécurité de la grue, par exemple. Donc, son gilet se met éventuellement à sonner à ce moment-là. C'est vraiment des choses très intéressantes et sur lesquelles nous aussi on avance, hein, avec des solutions de gilets connectés. Donc, je pense que le BIM et les objets connectés vont avoir un vrai lien et un lien très intéressant à faire aussi. Arnaud, avant que Latou ne vous interrompe, vous alliez nous dire. Oui, je voulais vous dire, c'est vrai que le BIM, c'est avant tout un support de communication, et on le retrouve avec l'exemple en fait, des habits connectés. L'idée, c'est vraiment d'avoir un référentiel qu'on va pouvoir utiliser pour simuler finalement quelle va être et la vie du projet et la vie du chantier. Donc ça reste un support de communication. On en parlait tout à l'heure en fait avec la cabine BIM pour les réunions de préparation de chantier. Il faut vraiment le voir comme ça, parce qu'on reste au service de l'humain. On citait les 80%, c'est exactement ça. On est là au service de l'expression des métiers. Et c'est vrai que toute la difficulté, c'est donner la bonne information au bon moment et sous la bonne forme pour la bonne personne. Est-ce que ça peut être votre conclusion, ça? On s'y emploie du mieux qu'on peut, donc oui, on pourrait conclure comme ça. Jean-François, de votre côté, un mot de conclusion sur ce sujet, le BIM, la maquette numérique sur le chantier. On en est où? On va où? Je dirais qu'on est en bonne voie pour progresser de façon intéressante. Et je voulais signaler que le GF BTP publie ce jour une plaquette sur ce sujet-là, le BIM au service de la sécurité sur les chantiers. Donc le GF BTP, c'est le syndicat professionnel qui réunit les entreprises générales et qui œuvre dans cet esprit-là. D'accord. Et donc une publication qui sort aujourd'hui, je crois, en papier, et qui est déjà disponible sur le site de l'EGF BTP. Vincent Royer, un mot de conclusion? Oui, j'ai commencé de façon triviale, je vais finir de façon un peu humaniste. Moi, ce que j'adore dans le BIM, c'est que ça pourrait régler une des plus grosses problématiques du bâtiment, qui est la collaboration et la transversalité. Et je pense que tous les acteurs ont à y gagner. Et donc, j'ai bon espoir qu'on puisse avancer sur ces sujets-là. La sécurité de nos compagnons, c'est vraiment un objectif louable et qu'on doit tous partager. D'accord. Eh bien, écoutez, merci messieurs pour ce développement sur la maquette numérique et le chantier. Et puis, bonne visite du salon, puisqu'il y a effectivement, vous le mentionnez, des documents qui sortent, mais aussi beaucoup de personnes à aller rencontrer pour discuter de ces sujets-là et d'autres. Et entre autres, sur votre stand, je suppose, qui se trouve... Tout à fait, le stand D50. D'accord.
Bouygues a un stand aussi sur le salon? On est juste On derrière. doit le voir, hein, avec on doit le Colas. voir, ouais, il me semblait qu'on le voyait. Kiloutou, non, pas encore. Pas encore, Là, pas sur BeamWorld. Vincent, vous êtes venu en curieux, vous êtes venu regarder ce qui est. Exactement. Bien, écoutez, merci beaucoup messieurs. Merci Bonne à fin vous. d'après-midi et bon salon. Merci à vous. Merci.